Oui. Pourquoi ils disent no manual entry for Beijing? Moi aussi, madame. Vous n'avez pas trouvé de manuel pour BG. Oui, madame. Il n'y a aucune Ah, entrée. d'accord. Donc là, si vous faites man, Même pour FG. oui, même pour. Oui, donc si on fait man BG, on n'a pas ce manuel. Oui, c'est vrai, on n'a pas le manuel, mais on a d'autres façons de voir si on a un manuel pour une commande ou non. Par exemple, là, on peut le faire avec help. Donc BG, moi, ça peut être avec H. On va vérifier. Ensemble, moi, help. Et là, vous voyez, on a un manuel avec H, puisque le manuel, c'est pas tout le temps avec le man. Alors, c'est pas tout le temps, on les trouve dans le manuel, mais ça peut être à travers d'autres, à travers une option de la commande, tel que le cas ici pour le BG, et c'est la même chose aussi pour le FG. Et là, d'après ce qui est affiché comme manuel, comme help sur le BG, à votre avis, quel est le rôle de cette commande? Mettre en arrière-plan un processus. Ouais. Elle envoie en arrière-plan un processus. Ça veut dire que là, ça veut dire quoi d'abord? Envoyer un processus en arrière-plan. Changer la priorité des cœurs logiques. Changer La priorité des cœurs logiques. changer la priorité. Hmm, oui, ça impacte la priorité de processus qui est en exécution, mais c'est c'est pas exactement ça. Là, on peut dire, ça peut être une conséquence. Le fait d'envoyer en arrière-plan, on peut-être le scheduler, il peut changer la priorité. Mais envoyer en arrière-plan, la signification, ça veut dire, puisque vous, quand vous lancez une commande, je prends un cas, si moi je fais, d'ailleurs, on l'a déjà fait avec un éditeur, si je fais gedit, j'exécute la commande gedit pour lancer l'éditeur de texte, là, avec cette exécution, mon processus, il est en premier plan. Donc, il est là, il s'exécute, il a le contrôle et il s'exécute. Et le terminal à partir duquel moi j'ai lancé, ça veut dire le shell à partir duquel j'ai lancé mon processus, il est en attente jusqu'à ce que moi je ferme le gedit. Autrement, je peux pas revenir ici au terminal et utiliser ce terminal pour saisir d'autres commandes. Et je serai obligé de fermer d'abord l'éditeur. Et là, j'aurai la main une autre fois sur mon terminal. Par contre, si je fais ça, le gedit end, là, le end, celui-là, ça veut dire c'est de lancer en arrière-plan. Ce qui signifie que mon processus, il s'exécute en arrière-plan. C'est ça la signification. Et ce qui fait, je peux avoir, pendant que le processus s'exécute, moi, je peux réutiliser mon terminal. J'ai la main sur le terminal. Donc là, je fais gedit end, ça sera lancé, il est là. Et là, ça va devenir un processus qui est exécuté en arrière-plan. On l'appelle un job. Donc là, c'est la différence. Et là, généralement, c'est un processus qui est là, qui s'exécute. Il peut terminer son exécution à n'importe quel moment. Mais entre-temps, moi, j'ai la main sur le terminal et je peux lancer d'autres commandes en parallèle. Par exemple, là, mon éditeur, il est ici. Mais en parallèle, moi, je peux faire un ls. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre que le processus qui exécute le gedit, il se ferme. Donc, c'est ça la signification de BG. Donc, envoyer un processus ou move a job to the background. Donc, on va l'envoyer en arrière-plan. Et c'est la même chose. Donc, c'est exact. Donc, là, le BG, c'est l'équivalent de ce AND. Donc, on peut le faire de deux façons. Je peux faire BG, je donne la commande, comme je peux le faire avec cette commande. Voilà donc le rôle de cette commande. C'est clair?
Oui. Ouais. Alors maintenant, la deuxième commande, et qui est l'inverse de BG, c'est la commande FG. La commande FG, si on fait le manuel de FG, là, on vous dit, on va déplacer un job au foreground, c'est-à-dire en premier plan. Et on va voir dans un moment comment on va utiliser cette commande. Là, par exemple, moi, j'ai un processus. Le fait que je l'ai envoyé en arrière-plan, ça veut dire qu'il est devenu un job. Et là, je veux le renvoyer en premier plan. Donc, pour qu'il continue son exécution en premier plan. Donc là, comment je peux le faire? Je vais le faire avec le FG. On verra après comment on va utiliser ce FG quand on va créer d'abord un processus arrière-plan et ensuite comment on peut dire je veux ce processus, ce job, qu'il revienne au premier plan. Donc, c'est ça le rôle de ces deux commandes. Donc, BG, c'est envoyer un processus en arrière-plan pour qu'il s'exécute en arrière-plan. Le FG, c'est de le renvoyer au premier plan et il va continuer son exécution au premier plan. Voilà. Alors, quel est le rôle de la commande? Elle montre les processus en arrière-plan. Voilà. Elle nous donne la liste des processus en arrière-plan. Donc, si on fait man jobs, même chose, donc là, on vous dit, elle vous donne la liste des jobs qui sont en arrière-plan, donc que vous avez. Et là, on vous donne aussi l'état de ces jobs. Donc, on le verra pour le moment. Par exemple, si moi j'exécute jobs, j'ai un seul. Et là, remarquez, il me dit, on a le job qui exécute le processus gedit. Donc, il exécute cette commande. Puisque tout à l'heure, je l'ai lancé avec le end. Il est en état running. Ça veut dire, il est en exécution. Là, on expliquera après l'état running. En système, dans le cours, vous avez vu que un processus, il peut passer par différents états. Donc, l'état prêt, l'état actif, l'état bloqué en attendant des entrées-sorties, l'état terminé, et ainsi de suite. Donc là, pour Linux, quand on vous dit l'état running, ça signifie soit il est actif, ça veut dire il utilise un processus, il s'exécute réellement, soit il est à l'état prêt, ça veut dire il est dans la liste d'attente, dans cette file de l'état prêt, en attendant qu'on lui attribue, que le scheduler lui attribue le processeur pour qu'il s'exécute. Donc le running ici, ça implique un des deux états que vous avez vu en cours. Soit il est en exécution réellement, ça veut dire il est actif, soit il est prêt, il attend juste le processeur. Et là, on vous donne aussi le numéro de ce job. Donc, un job, quand il est en arrière-plan, ça veut dire il devient un job, il aura un identifiant, et ça, vous le voyez ici avec jobs qui est affiché. Donc, c'est ce 1. Là, si on va créer un autre job, il aura le numéro 2 et ainsi de suite. Ce plus, ça veut dire c'est le job qui est le premier. Là, la signification de ce plus, ça veut dire que si moi maintenant, je vais faire un FG pour dire je veux remettre ce processus au premier plan, ça sera, sans préciser bien sûr le numéro du job, ça sera ce processus qui va revenir au premier plan. Donc, le processus où on voit, par exemple ici dans le job, où on voit le plus. Donc, cela signifie c'est le dernier job qui a été créé. Et quand vous exécutez le FG pour dire je veux remettre un job au premier plan, et si vous ne donnez pas l'identifiant de ce job, si vous ne précisez pas cet identifiant, là, ça sera le job où on a ce plus devant l'identifiant, ça sera le job qui va revenir au premier plan. Alors, quel est le rôle de nœud hop?
vous avez commencé le cours sur les signaux? Oui. Est-ce qu'en cours, vous avez commencé le chapitre sur les signaux, la gestion des signaux pour Linux? Normalement, on a fait l'effort, madame. Oh, ok. Les signaux, c'est kill. Oui, voilà, c'est le kill, cigare, ainsi de suite. Donc, je sais pas, attendez, je vais vous montrer la Normalement, on a partie. commencé, oui. Ouais. Attends, je vais juste trouver le cours. Ah, d'accord. Donc, Jalil, il disait que vous avez juste démarré le cours. Donc, c'est ça. Normalement, c'est la dernière partie de votre cours. Et ça sera sur les signaux. En réalité, les signaux sous Linux, vous pouvez les voir comme des interrupteurs logiciels et qui sont asynchrones pour un processus. Donc là, par exemple, en cours, on vous donne une liste de quelques-uns de ces de signaux que vous pouvez utiliser, que vous pouvez envoyer. Ce type d'interruption logicielle que vous pouvez envoyer à votre processus. Bon, ok. Alors, revenons à notre série. Quel est le rôle de NeHub? Madame, il exécute les commandes sans faire attention aux interruptions. S'il y a des interruptions. Là, ta voix, elle est un peu loin. J'arrive pas à entendre ce que tu as dit. Madame, il passe l'exécution de la commande en ignorant les signes d'interruption. Voilà, voilà. Donc là, ça signifie que un processus, quand généralement on lance un processus avec le nœud hop, d'ailleurs c'est ce qui est dit ici, donc là, ça va ignorer un des signaux et ce sont les signaux, c'est le hang up signals. Donc ça veut dire que ce sont les signaux qui peuvent arrêter l'exécution d'un processus. Et l'intérêt de cette commande, généralement, par exemple, vous pouvez imaginer le cas, vous avez lancé un processus, par exemple dans ce terminal. Si vous fermez le terminal avant que le processus il termine son exécution, là, le processus, on va lui envoyer un signal, donc un signal pour qu'il termine son exécution. Et là, il va arrêter son exécution. Si maintenant, moi, je veux lancer un processus, et même si ce terminal sera fermé, donc je peux continuer l'exécution de mon processus. Donc, le processus, il continuera son exécution. Il n'a pas besoin que ce terminal soit tout le temps ouvert ou que la session, par exemple, elle est ouverte. Dans ce cas, il faut le lancer avec le nœud. On le verra après comment on peut utiliser cette commande. Alors, l'autre commande, c'est la commande PS. Quel est le rôle de PS? Madame,
des informations interactives. Il nous donne les pays Voilà, des elle processus. nous donne les informations sur le processus. D'ailleurs, c'est l'équivalent, par exemple, de vous, quand vous faites LS, alors on vous donne les informations sur les fichiers. Quand vous faites PS, on vous donne des informations sur les processus. Donc, c'est la liste des processus qui s'exécutent. Alors là, par exemple, si vous faites juste un simple PS, ça sera les processus qui s'exécutent ici, qui ont été lancés à partir de ce shell, à partir de ce terminal. Mais vous avez aussi des options de PS qui vous permettent de voir la liste de tous les processus sur votre système. PS3, alors normalement, si vous avez, ça devrait être installé. Mais pour ceux que peut-être ils vont trouver que quand ils exécutent PS3, on leur dit que la commande n'existe pas, donc vous pouvez l'installer. Mais je pense sur les dernières versions, vous avez tous PS3 installé. Donc là, on vous donne l'arborescence des processus. Donc là, vous allez voir toute l'arborescence à partir de la racine, à partir de ce processus init, le premier qui est créé sur votre système. Donc, on vous donne la liste. Quand vous voyez ça, ça veut dire que ce processus ici, ce CAPS, ça a été créé par ce processus. Donc là, il y a cette relation. Donc, l'arbre, il nous donne cette relation de père-fils entre les différents processus. Donc, c'est en quelque sorte, on vous affiche ça, dans cette arborescence. Les sont représentés sous forme d'une hiérarchie. Et là, donc, que vous pouvez afficher avec cette commande le ps-aea, la liste de ces processus. Mais on a maintenant cette commande ps3 aussi qui nous permet d'avoir cette arborescence des processus. Oui, Camille, il y a ton métro. Hein. Merci. Alors, la commande kill. Allez, rapidement. Puisque là, on va les voir tout à l'heure. C'est juste pour que vous ayez une idée sur le rôle de ces commandes avant de commencer à les utiliser. Elle envoie un signal à un job. Pardon? Elle envoie un signal à un job. Voilà, elle envoie. Donc, la commande kill, elle permet d'envoyer un signal à un processus. Et ce signal, c'est pas uniquement, puisqu'il y a des fois, on a, par contre, la plupart du temps, quand on parle de kill, on a cette idée que c'est pour terminer l'exécution d'un processus. Mais c'est pas tout le temps pour terminer l'exécution d'un processus. Donc là, remarquez, on a différents types de signaux. Et quand on utilise la commande kill, ça nous permet d'envoyer un de ces signaux à la commande ou à un processus donné. Donc, et remarquez, en cours, on vous a dit, si vous voulez avoir la liste de tous les signaux que vous avez sur votre système, donc là, vous pouvez le faire avec l'option -L. Donc, si moi, je fais ici kill -L, voilà, ça me donne la liste des signaux. Donc, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne le numéro du signal et on vous donne le nom de ce signal. Et je suppose, votre chargée de cours, elle vous a expliqué ça, que généralement, quand vous voulez envoyer un signal, bien sûr, vous pouvez le faire avec le numéro du signal, mais de préférence, vous le faites avec le nom du signal, puisque le nom du signal, il est commun à la plupart, à toutes les distributions de Linux. Par contre, l'identifiant, il peut changer d'une distribution à une autre. Ce qui veut dire que moi, je peux trouver peut-être le même signal qui s'appelle SIGHEP, sauf que peut-être ici, avec cette version qui est
Ubuntu, c'est le 1, mais peut-être, je ne dirais pas c'est le cas tout le temps, peut-être sur une autre distribution, il peut avoir un autre identifiant. Et donc, vous, quand vous manipulez les signaux, que ce soit par commande, que ce soit même dans dans des programmes que vous allez écrire, il faut le faire avec le nom du signal et non pas avec le numéro du signal. Comme ça, vous assurez la compatibilité de votre programme que vous écrivez sur n'importe quelle distribution de Linux. Le kill all, je fais un kill all, le manuel de kill all, qu'est-ce qu'on vous dit? Si Donc on là, ça spécifie permet. pas le type du signal, on envoie un signal kill à tous les processus. Un signal terme. Ouais. Ouais. On peut envoyer à tout le processus, puisque là, nous, on a par exemple, j'ai un programme qui s'appelle Prog. Ça, c'est le nom de mon programme. Et j'ai lancé ce programme 3 ou 4 fois, ce qui veut dire j'aurai 3 ou 4 processus qui s'exécutent. Maintenant, si moi je vais utiliser kill et je veux, par exemple, arrêter tous ces processus, ces 4 processus qui correspondaient au même programme qui s'appelle prog, je serai obligé de préciser l'identifiant de chacun de ces processus. Parce que même si les processus exécutent le même programme, chaque processus qui est créé, il a son propre identifiant. Et donc, j'aurai besoin de demander d'envoyer le signal, par exemple, de terminaison à chacun de ces processus en précisant son identifiant. Et là, on a dit que peut-être ça sera plus simple de dire arrêter tous les processus ou envoyer le signal de terminaison à tous les processus qui exécutent le programme prog. Donc là, on va envoyer un signal par le nom du programme et ce qui fait que tous les processus qu'il exécute, ils vont se terminer si bien sûr j'ai envoyé un signal de terminaison. Si j'ai envoyé un autre signal, ça veut dire que tous ces processus, ils vont recevoir ce signal. Et pour le faire, là, on peut le faire avec la commande kill all. Donc là, on vous le dit d'ailleurs dans le manuel, on vous dit on peut arrêter des processus, on peut envoyer un signal à des processus par leur nom et non pas par leur identifiant. Et ça, c'est intéressant dans le scénario que je viens de vous expliquer, tel que j'ai plusieurs processus, mais tous ces processus exécutent le même programme et moi, je veux arrêter tous ces processus. Donc, il suffit de faire un kill all en précisant le nom du programme. La dernière commande, c'est drop. À votre avis, qu'est-ce qu'elle fait la commande drop? D'après le manuel, d'après ce qui est écrit dans le manuel. Nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que un signal pour Linux, c'est une implémentation des interruptions et c'est une interruption logicielle. En cours, vous avez vu que chaque interruption, qu'elle soit logicielle, qu'elle soit matérielle, qu'est-ce qu'elle a? Elle a le système, quand il recevra, votre système d'exploitation, quand il recevra une interruption, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va exécuter? Il va exécuter une routine. Oui.
Voilà, très bien, Mohamed, oui. Donc, ça permet de recevoir ça. Là, le trap, cette commande trap, ça permet d'exécuter une routine d'interruption. Ça veut dire, puisque là, le signal, vous pouvez le voir comme votre interruption, ce concept d'interruption théorique que vous avez vu en cours, qui est valable pour n'importe quel système d'exploitation. Maintenant, dans le cas de Linux, quand on parle de signaux, ça, c'est un type particulier, c'est une implémentation de ces interruptions logicielles. Donc là, ces interruptions logicielles, on a dit d'ailleurs de manière générale, pour une interruption, comme je viens d'expliquer, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit logicielle, là, elle a ce qu'on appelle une routine d'interruption associée. Et ce qui fait qu'à chaque fois l'interruption, elle se produira, il y aura bien sûr la routine d'interruption qui sera exécutée. Alors, cette routine d'interruption, bien sûr, si je prends les signaux, à chacun de ces signaux, on a une routine d'interruption associée par défaut. Elle est là, elle est déjà implémentée. Si maintenant on veut changer cette routine d'interruption par une nouvelle routine d'interruption, et si on veut le faire à partir de la ligne de commande, on peut le faire avec la commande trap. Donc, avec la commande trap, vous pouvez préciser quel est ce traitement à faire, quelle est cette routine d'interruption à exécuter pour quand je reçois, par exemple, le signal X ou Y. Par exemple, si je vais dire que si je vais recevoir le signal seek term, voilà la routine d'interruption à exécuter. Donc, là, ça permet de faire ce qu'on appelle un déroutement de la routine d'interruption initiale. Donc, au lieu d'exécuter la routine initiale qui est déjà implémentée, je peux exécuter ma propre routine qui est définie par le trap. Bien sûr, il faut faire attention pour les routines, pour le déroutement. Ce n'est pas tous les signaux, comme pour le cas des interruptions de manière générale, ce n'est pas tous les signaux qu'on a la possibilité de dérouter leur routine d'interruption. Il y a certains signaux qui ne sont pas déroutables. On le verra après, d'ailleurs, même dans le cours, on va vous parler de quelques-uns de ces signaux qui ne sont pas déroutables. Et qui concerne que ce soit les processus en termes de lister ces processus, de créer des jobs et aussi pour envoyer des signaux vers ces processus. Alors, donc là, on va passer à la deuxième étape. Donc, la première chose qu'on vous demande de faire, c'est de créer un programme qui fait une boucle infinie. Donc là, comment vous créez une boucle infinie avec le C? Quel est ce code que vous allez exécuter? Quelle est cette instruction? Voilà, while 1. Et vous aurez votre code. Donc là, je vais... Alors, si je fais gedit, voilà. Boucle. Moi, je l'ai appelé boucle.c. Il est là, et voilà. Ça, c'est une boucle vide. Donc là, while 1, puisque la condition, elle est tout le temps vérifiée, je ne fais rien. Donc là, j'ai un programme qui fait une boucle infinie. Donc, on l'a créé juste pour qu'on arrive pendant, il est là, il est en exécution et on arrive sur ce processus, on arrive à réaliser les manips ici de l'étape 3 jusqu'à la dernière étape. Donc, créez ce programme. Donc, vous compilez, vous créez votre exécutable. Vous savez maintenant comment le faire. Donc, c'est avec le gcc-o. On donne le nom du programme, par exemple, le boucle et source, boucle.c. Là, ça dépend, vous, le nom que vous avez donné. Et vous aurez votre exécutable qui sera créé. Donc là, si je fais le ls, moi je l'avais déjà créé, mais je viens de recréer. J'ai mon programme ici, boucle,
Et si je fais /boucle, donc je lance, mon programme, il est là, il ne fait rien, il s'exécute. Et le problème, il ne s'arrête pas, puisque là, c'est une boucle infinie. Donc là, vous lancez ce programme, donc vous le créez et vous le lancez. Ça, c'est ce qu'on vous demande tout d'abord de faire. C'est bon, c'est fait? Ou pas encore? Voilà, donc là, le code qu'on a exécuté. Est-ce que j'avais besoin de faire ce stdio.h? Est-ce que c'est nécessaire de rajouter ce fichier d'entête? Non. Parce que là, on avait dit que ce stdio.h, généralement, si moi je vais utiliser ce printf ou scanf ou ces fonctions de C pour l'entrée-sortie. Si je ne les utilise pas, ça ne sert à rien de rajouter ce stdio.h. D'ailleurs, ce code, c'est suffisant pour que votre programme soit exécuté et qu'il exécute cette boucle infinie. C'est bon, vous avez lancé votre code ou votre programme? OK, très bien. Alors maintenant, ce qu'on vous demande, c'est d'afficher le PID et le PID de son père. C'est-à-dire, c'est le process ID, donc l'identifiant du processus, et l'identifiant de son père. On vous a expliqué en cours que chaque processus, sous Linux, chaque processus, il a un parent, mis à part le processus initial qui est le init, qui n'a pas de parent, et celui qui est en charge de créer le reste des processus. C'est-à-dire, il crée un ensemble de processus, et chacun de ces processus, il crée ses fils et ainsi de suite. Et là, on vous dit utiliser la commande PS. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'on peut lancer cette commande à partir du même terminal? Est-ce que je peux la lancer à partir d'ici? Du terminal à partir duquel, moi, j'ai déjà lancé le programme boucle. Non. Parce que là, le programme, il est toujours en exécution, il est en premier plan, et là, je ne peux pas utiliser ce terminal. Donc, on va utiliser un autre terminal. Et si moi, je vais faire PS, le cours, là, PS, ce que je vois, c'est uniquement les processus lancés ici. Donc, on a le shell, bien sûr, puisqu'à chaque fois, on avait déjà expliqué ça. À chaque fois que vous lancez un terminal, ça veut dire qu'il y a un shell qui s'exécute. Donc, on voit qu'il y a le shell bash qui s'exécute. On a le gedit qu'on a lancé à partir de ce terminal. Et la commande qu'on vient de lancer, qui est le PS. Donc, ça sont les processus. En plus, même en termes d'affichage, on n'affiche pas toutes les informations. On affiche bien sûr l'identifiant du processus, mais on n'a pas d'informations sur le parent. Donc, moi, ce que je veux voir la liste de tous les processus,
y compris ceux lancés dans d'autres terminaux. C'est-à-dire, je dois voir quelque part ici, quand j'exécute le PS, je dois voir boucle. Et je dois aussi voir quand dans les informations qui seront affichées, le PID, mais en plus le PPID, ça veut dire l'identifiant du parent. Alors, allez voir le manuel de PS et dites-moi quelles sont ces options qu'on peut rajouter à PS et qui vont nous permettre d'afficher tous les processus et aussi d'afficher l'identifiant du parent pour ces processus. Allez, une proposition. Donc, juste faites man PS, lisez un peu et essayez de voir comment ou quelle est cette commande ou quelles sont ces options surtout, puisque la commande c'est PS, mais quelles sont ces options qu'on a besoin de rajouter et qui vont nous permettre d'afficher la liste de tous les processus. Et bien sûr, d'afficher plus d'informations sur ces processus. Une proposition? Madame, moi, EO. Moi, EO, PID, Moi? et classe. Si Camilla, essaie d'écrire ta réponse dans le chat, puisque là, pour ta voix, c'est difficile de t'entendre. Donc, essaie d'écrire au niveau du chat ta réponse. On va voir, oui. Donc, alors, ça sera PS moins O, et ensuite PID. Mais là, remarque, qu'est-ce qu'on a affiché? Oui, on a affiché le E, puisque si vous allez voir la documentation pour PS, on vous dit le E, c'est pour afficher tous les processus. Sauf que là, quand tu as rajouté le O pour dire le format, ça, tu donnes exactement le format de ce qu'on doit afficher. Tu as demandé d'afficher uniquement le PID. Et c'est ce qu'on vous a affiché ici. Une autre proposition. Donc, elle a déjà trouvé que c'est avec moins E. Donc, si je vois ça, remarquez, maintenant, on a la liste de tous les processus. Et à partir du processus qui a l'identifiant 1, qui est ici, nous, ce qu'on appelait de manière, c'est le init, mais en réalité, ça, là, par exemple, sur la distribution de Ubuntu, ça s'appelle système D. Donc, ça, c'est le init, le premier processus créé. Après, on vous donne l'information sur l'identifiant. Le TTY, ça veut dire à partir de quel terminal il a été exécuté, quand est-ce il a été lancé, et ensuite, c'est la commande. Et là, je vois quelque part, d'ailleurs, on peut faire après, si on veut chercher pour une boucle, il suffit de faire un grep. Comme ça, on aura juste pour boucle. Et là, vous voyez, on a ce processus qui s'appelle boucle et qui a cet identifiant qui est le PID, qui est le 18002. Sauf que, et là, ça a été lancé à partir de ce terminal. On vous dit c'est le PTS 0 qui est, après on va le vérifier, on va trouver que ce terminal, son identifiant, c'est celui-là. Mais reste que, et ça a été lancé depuis 8 minutes 53 secondes. Ça me manque maintenant le PPID, c'est l'identifiant du parent. Quelles sont les autres options que moi je peux rajouter? Alors, Youssela, elle propose, oui, alors on va voir. Elle propose de faire PS moins EJF. Et bien sûr, on fait un grep
boucle, juste pour limiter ça à boucle. Et donc là, on voit plus d'informations qui ont été, qui sont affichées. D'ailleurs, là, le problème, c'est que quand on fait grep, on perd la première ligne qui est de l'entête. Mais si j'exécute sans grep, juste pour que vous ayez l'information sur ce qu'on vous affiche ou quelle est la signification de chaque colonne, remarquez, là, on vous dit, quand vous utilisez le F, d'ailleurs, c'est pas le J, puisque le J, ça, vous pouvez même enlever le J, puisque là, le J, ça vous donne juste, on est en train de dire, afficher même la liste des jobs. Ça, c'est pas uniquement les processus, mais aussi ceux qui sont considérés comme des jobs. Le F, c'est ce qui nous donne là pour faire un affichage un peu lent avec plus de détails. Et donc, remarquez maintenant, on vous donne l'information sur le user ID, ça veut dire l'identifiant de l'utilisateur qui a lancé ce processus, le PID, donc l'identifiant du processus, le PPID, donc l'identifiant du père, donc celui qui l'a lancé. On a d'autres identifiants, je ne vais pas les expliquer puisqu'on n'a pas encore parlé cette année et vous ne les avez pas encore vus, mais vous pouvez consulter la documentation pour ceux qui sont curieux, qui veulent savoir. On a aussi, là, ça concerne la priorité, le temps, le TTY et ainsi de suite. Donc là est la commande qui a été lancée. Ce qui veut dire que là, c'est la troisième colonne, donc c'est la deuxième, la troisième colonne qui nous donne l'information sur le PID et le PPID. Et si je reprends la commande telle que, juste pour limiter ça à boucle, on voit que voilà, ça a été lancé par l'utilisateur Wanda. D'ailleurs, moi, je suis connecté avec ce compte. Et le PID de mon programme, c'est celui-là. Et le PPID, c'est le PPID, c'est-à-dire c'est l'identifiant du parent. Et à votre avis, quel est le parent de ce processus? C'est qui le parent? Moi, j'ai lancé à partir de ce terminal. Ça veut dire, c'est qui le parent de mon programme? On avait dit que quand on lance un terminal, qu'est-ce qui va se lancer automatiquement? Il y a un shell qui se lance. Donc, il y a ce programme bash qui va se lancer. Quand moi, après, je lance une commande, donc là, il y aura un processus fils qui sera créé avec fork. Et le parent de ce processus, c'est le bash. C'est le shell qui s'exécute ici. Et c'est à partir de ce shell que moi, j'ai lancé l'exécution de ce programme. C'est clair? Oui ou non? S'il vous plaît, si vous avez des questions, posez vos questions. OK, donc là, il suffit d'utiliser le E, le E. Alors, vous avez aussi d'autres formats, hein, pas que le E qui vous permet de faire ça, il y a même le A. Donc, selon le format, comment vous faites. Le F aussi qui vous donne l'information pour afficher plusieurs. Et ce J ici, c'est facultatif, même si vous l'enlevez. Donc là, peut-être qu'il y aura les jobs qui ne seront pas affichés. Donc là, si je fais, par exemple, j'enlève le J. Donc là, il n'y a pas de différence puisqu'en réalité, c'est la même chose. Donc, même sans le J, les jobs sont affichés, tel que ici le Gedit qu'on vient de lancer. Alors maintenant, vous allez revenir à votre terminal, là où on a le programme de cette boucle vide qui s'exécute. Et on vous dit, maintenant, vous cliquez sur
la combinaison de un clavier qui est le CTRL Z. Dites-moi, donc vous cliquez sur CTRL Z et dites-moi qu'est-ce qui va se passer. Ouais, donc, très bien. Donc là, quand on a fait le CTRL Z, ce qui va se passer, c'est que ce processus, il va se mettre en état attente. Donc, on va, comme votre camarade vient d'expliquer ici dans le chat, Sarah, elle dit on pose le processus. Et c'est exactement ce qui va se passer avec ce CTRL Z. Donc, le processus, il sera en état attente et il est envoyé en arrière-plan. Donc, il est là, on stoppe son exécution. Donc là, si je fais ce CTRL Z, d'ailleurs, remarquez, l'état maintenant, on vous dit il est stopped, c'est-à-dire vous pouvez voir ça comme l'état bloqué que vous connaissez sur les processus. Donc, il est à un état bloqué, ça veut dire qu'il ne va pas demander le processeur et il est envoyé en arrière-plan. Donc, il est devenu un job et l'identifiant de ce job, c'est le 1. Voilà le rôle de ce CTRL Z. Donc, quand vous faites un CTRL Z, le processus, il ne va pas se terminer. C'est-à-dire, il est toujours là, il a son image mémoire qui est au niveau de la mémoire centrale, il a son PCB, donc c'est un processus, sauf que son état, il va devenir un état bloqué. Donc, c'est l'état stop, ici pour Linux, et il est en arrière-plan. Et ce CTRL Z, en réalité, c'est un signal. Donc, on a envoyé un signal. Donc, c'est le signal. Donc, vous pouvez le faire. D'ailleurs, on va le tester après. Donc, vous pouvez le faire avec le raccourci clavier CTRL Z, mais vous pouvez le faire aussi avec le signal SIG TSTP. Donc, ce signal SIG TSTP qu'on peut envoyer avec la commande kill. Donc, vous avez deux façons de le faire. Vous pouvez le faire avec la commande kill en précisant le nom de ce signal et vous pouvez le faire avec le raccourci, avec ce CTRL Z. Et après, on va le voir qu'on peut le faire aussi même avec l'API system kill. Donc, c'est cette fonction C qu'on peut utiliser et qui va nous permettre d'envoyer le signal. Maintenant, il est en arrière-plan et il est en attente. La question maintenant, on vous demande d'exécuter une autre fois PS et c'est surtout de vous renseigner sur l'état de ce processus. Ça veut dire, moi, je veux que maintenant, quand j'exécute ce PS, je dois voir aussi l'état du processus. Puisque là, tel que affiché, avec EF uniquement, il n'y a pas l'état du processus qui est affiché. Quelle est cette option que normalement on peut rajouter et qui va nous permettre de lister aussi l'état du processus. D'ailleurs, dans le manuel de man de PS, on vous dit ici quelque part, on vous donne l'information sur les différents états. Donc, vous avez ici Process State Codes, vous avez cette section et on vous dit, voilà les états des processus. C'est-à-dire que si avec PS, vous voyez un S, vous compreniez, par exemple, que ça, il est en attente. Donc, il attend qu'un événement se produira. Donc, il est dans l'état bloqué et il attend un événement. Donc, il est endormi, en quelque sorte, donc le sleep. Mais c'est un sleep qui est interruptible. Ça veut dire que je peux interrompre et je peux remettre ce processus à l'état normal, à l'état de l'exécution. Quand vous allez voir un R, là, vous compreniez que ça, il est à l'état running. Running, ça veut dire il est soit, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, soit il est en exécution, il est actif, soit il est dans la file des processus en attente d'être exécutés, c'est-à-dire à l'état près. Et là, vous voyez, vous avez d'autres états tels que Stop by Job Control Signal. Donc là, par exemple, quand il est arrêté avec un signal, vous allez voir qu'il est à l'état T. Donc,
essayez de voir d'abord quelle est cette option que vous allez rajouter de PS et qui va vous permettre de voir l'état d'un processus et ensuite déduisez l'état dans lequel le processus il se trouve maintenant. Alors, donc, c'est PS moins X. D'abord, si je fais PS moins X, et voilà, donc là, on voit, avec ce X, on voit l'identifiant, on voit, pardon, l'autre information qui peut être affichée, qui est l'état. Donc, le stat, c'est pour l'état. Maintenant, si je fais ça, j'essaie de trouver juste pour boucle, d'ailleurs, c'est ici. On vous dit qu'il est à l'état SL. Pardon, c'est plutôt notre processus et non pas l'éditeur. Notre processus qui est pour un boucle, il est à l'état T et on a expliqué qu'à l'état T, ça veut dire qu'il est stoppé, donc, mais il a été stoppé. Ça veut dire qu'on a envoyé ce signal de SIG TSDP à ce processus. Donc là, il est dans l'état stop. Si dans la liste des jobs, vous voyez stop affiché. Si vous le faites avec PS, vous allez voir que l'état, il est de type T. Alors, maintenant, on vous dit comment remettre ce processus au premier plan. Qu'est-ce que vous allez exécuter? On a vu une commande qui nous permet de faire ça. Donc là, si moi, je vais faire FG, et ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, si vous faites FG, normalement, on est censé donner l'identifiant du job. Ça veut dire qu'on fait pourcentage et ensuite, on donne l'identifiant. C'est-à-dire, si je fais FG, pourcentage 1, je suis en train de dire que le job avec l'identifiant 1, je veux le remettre au premier plan. Si je ne fais rien, ce qui va pour le FG, elle va consulter la liste des jobs et elle va prendre le dernier job qui a été créé, c'est-à-dire celui où on a le plus devant son identifiant. Donc, si je fais FG tout court, vous allez voir que ça va revenir au premier plan. Voilà. Donc, le fait qu'on a un seul processus, il suffit d'exécuter FG et c'est ce processus qui est en arrière-plan qui va revenir au premier plan. Donc, quand vous faites FG, il revient au premier plan et continue son exécution. Et là, d'ailleurs, si on va refaire ce PS-X, vous allez voir que maintenant, l'état, il a changé. Il est à l'état running. Donc, vous voyez ce R ici dans status, ce qui veut dire que mon processus, non seulement il est revenu au premier plan, mais il a changé son état vers l'état running. Maintenant, on vous dit une autre fois, ça, toujours sur le terminal où vous avez votre processus en exécution, on vous demande d'envoyer ou de cliquer sur cette combinaison de touches qui est le CTRL-C. Essayez de voir qu'est-ce qui va se passer quand vous faites CTRL-C. Voilà, très bien. Donc, il y aura l'arrêt, notre processus qui va s'arrêter si je fais le CTRL-C. Donc, mon processus, il va s'arrêter. Même si je consulte la liste des jobs, il n'existe pas. Même si j'essaie de consulter ici les processus, donc si je fais grep, boucle, ça n'existe pas, puisque là, ce qu'on a ici, c'est uniquement le fichier source qu'on a ouvert avec le gedit. Mais le processus boucle, maintenant, il n'y est plus. Donc, le CTRL-C, c'est aussi un signal par rapport à la liste des signaux que vous avez ici. Donc, c'est le SIG-INT et c'est un signal de terminaison. C'est-à-dire quand nous, on envoie le processus qui est en cours d'exécution,
sur un terminal, il va s'arrêter. Alors, maintenant, la question, on vous dit, vous allez refaire les mêmes étapes, puisque là, remarquez, nous, ce qu'on a fait, ça, ce sont des signaux. Alors, le contrôle Z, après le contrôle C, ça sont des signaux. Et ce qu'on vous demande, la même chose ici, quand on a demandé de remettre le processus au premier plan, donc, d'ailleurs, c'est un signal. Et quelque part ici, on vous a parlé de ce signal. C'est le sig count. Donc là, un processus qui est stoppé, par exemple, avec ce sig TSTP, avec le contrôle Z, si vous voulez continuer son exécution, donc il est en attente, et si on veut continuer maintenant son exécution, il suffit de lui envoyer le signal sig count. Donc, on vous demande de refaire la même chose, c'est-à-dire de renvoyer ces mêmes signaux, ça veut dire ce contrôle Z, ce que FG elle a fait pour remettre le processus au premier plan pour qu'il continue son exécution. Le contrôle C, on veut le faire avec la commande kill. Donc, on va tout d'abord, bien sûr, relancer le processus. Il est là. Et là, comment vous allez envoyer un signal à ce processus avec kill. Donc, si je fais man kill, là, on vous dit, pour le kill, vous faites kill, et ensuite, bien sûr, vous avez des options, si vous voulez rajouter des options, et après, vous précisez l'identifiant du processus vers lequel vous voulez envoyer ce signal, et vous pouvez donner, bien sûr, ce signal, il peut être envoyé à plusieurs processus. Donc là, il suffit de donner la liste des PID de ces processus. On vous dit aussi dans le manuel que vous pouvez le faire avec soit ce que j'ai expliqué tout à l'heure, avec le nom du signal, tel que, bien sûr, vous enlevez du nom de SIG. Donc, vous gardez uniquement ça. C'est ce que vous devriez donner. Ou sinon, avec le numéro. Mais, je vous ai dit, de préférence, il faut le faire avec le numéro. Alors là, on vous dit alternate signal way may be specified in 3 ways. Alors, vous pouvez le faire même avec le SIG, mais vous pouvez enlever ce SIG pour que ça soit plus facile. Donc là, on vous donne des exemples. Remarquez, on vous dit, il suffit de faire, par exemple, kill, -9, -1. Donc là, ça permet d'envoyer le signal de terminaison qu'on a précisé uniquement avec son identifiant. Et le fait qu'on a mis -1 comme identifiant ici, donc là, ça va envoyer le kill vers tous les processus. Donc ici, on vous donne un exemple de comment vous pouvez préciser la liste de plusieurs, donc l'identifiant, donc là, les identifiants de plusieurs processus. Et bien sûr, ici, par exemple, dans cet exemple, si vous ne précisez pas l'identifiant du signal, vous ne dites pas quel est le signal que vous voulez envoyer, par défaut, ça sera le SIG term. Donc, c'est le signal de terminaison qui sera envoyé vers tous ces processus. Alors, donnez-moi, par exemple, la commande avec kill qui va vous permettre d'afficher. Pardon, donc donnez-moi cette commande kill qui va vous permettre d'envoyer l'équivalent de CTRL Z vers le processus. Est-ce qu'on peut faire ça à partir du même terminal? Donc, INT, est-ce que c'est le SIG INT? Non, moi je veux exactement la commande qui doit être exécutée, sauf que le CTRL Z
on a vu que ce n'est pas le cycle INT, c'est le cycle TSTP. Ça, c'est le contrôle Z. Donc, qu'est-ce que je dois connaître? L'identifiant de mon processus. Moi, je viens de relancer le processus. Oui, voilà. Donc, j'ai besoin de... J'ai relancé le processus boucle ici. Le fait que j'ai relancé l'exécution, ça veut dire que on a un nouveau processus créé. Ça veut dire qu'on a un nouvel identifiant. Et la première chose que moi, je dois faire ça. Grep boucle pour que je puisse voir l'identifiant. Donc, ça, c'est mon processus. Ça, c'est l'identifiant de ce processus. J'ai l'identifiant du processus. Je connais le numéro ou l'identifiant du signal que je veux envoyer, qui est ce TSTP. Je sais que pour envoyer un signal, je peux utiliser la commande kill. Maintenant, donnez-moi la commande complète que vous allez exécuter et qui va envoyer le signal CTRL-Z ici, vers ce processus. Donc, ça sera kill. Maintenant, donnez-moi la suite. Alors, kill, sig TSTP et l'identifiant qui est, dans mon cas, 18712. Et là, vous voyez, on vous dit le cycle TSTP doit être un processus ou un job ID. Ça veut dire qu'il y a un problème dans la syntaxe. Essayez de revoir les exemples. Essayez de voir comment on a précisé un signal. D'ailleurs, vous pouvez enlever ça. De préférence, puisque là, ce sont des macros, remarquez. Ça veut dire que vous écrivez le tel qu'il est, en respectant la casse. Donc, ça sera en majuscule, tel que fait ici. Et il faut préciser ça avec, ou précéder ça avec le moins. Donc, ça sera avec moins S. Oui, on peut le faire avec ce moins S. On va faire moins S sig TSTP. Donc là, on vous dit... D'ailleurs, le processus, j'ai fait un contrôle, c'est pas là. Pardon. Donc là, mon processus, il est là. Je reprends. Je vois la liste qui est ici. J'exécute. Maintenant, mon processus, c'est 18446. Et voilà, vous voyez, ça a été stoppé. Donc, ça, c'est comme si c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure avec ce contrôle Z. Donc, très bien. Mohamed, qui a trouvé la réponse. Donc, on fait un kill, on fait moins S et on donne l'identifiant ou le nom du signal et ensuite l'identifiant de notre processus. Donc, ce qu'on a écrit ici, c'est comme si on a fait ici un contrôle Z. Et même maintenant, notre processus, il est à l'état stop. Et vous
l'étape affichée avec PS, comme on l'a fait tout à l'heure, et vous allez voir que le processus, il est à l'état stop. Donc, vous allez voir ce T dans la colonne état pour ce processus. Maintenant, on veut remettre ce processus au premier plan. On a vu, on a dit que vous avez un signal qui s'appelle SIG-COUNT. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ça sera alors, quelle est la syntaxe de la commande que vous allez exécuter et qui va permettre maintenant ce processus qui est stoppé, on veut qu'il continue son exécution. Oui. La commande. C'est au même principe quand vous avez envoyé le CTRL Z, ça veut dire ce SIG TSTP. Maintenant, ce signal qui va vous permettre de reprendre l'exécution de ce processus, on peut faire avec le SIG exécuté. Ok, donc ça propose, c'est le SIG count, le PID du processus, qui est toujours le même. Très bien, donc c'est 18 446. Donc, bien sûr, le vous arrivez à voir l'écran maintenant? Ok, voilà. Donc là, on était en train d'expliquer par rapport à SIG-COUNT. Donc, on a envoyé le SIG TSTP. Ça veut dire, c'est comme si on a fait ce CTRL Z. Le processus, il est passé en arrière-plan et il a été stoppé. C'est-à-dire qu'il est en attente. Il ne s'exécute pas. Quand on a par la suite envoyé le SIG-COUNT, ça veut dire un processus qui a été stoppé avec le SIG TSTP, donc il va reprendre son exécution. Donc là, on voit qu'il est à l'état running, sauf que à la différence par rapport à FG, donc il ne va pas remettre le processus au premier plan. Donc le processus, il reste toujours en arrière-plan, sauf que il va devenir à l'état running. Donc il va continuer son exécution, mais sans être
sans être au premier plan. Maintenant, on veut envoyer, puisqu'après, on a dit, on veut envoyer le contrôle C. Quel est l'équivalent de ce contrôle C en termes de signal? Quel est ce signal que moi je peux envoyer et qui va simuler ce contrôle C? C'est le signal. Je peux vous afficher ici la liste. C'est le signal. C'est le SIG INT. Alors, s'il vous plaît, maintenant, on veut, à partir, donc là, notre processus qui est en exécution, il est en arrière-plan, mais en exécution. Alors, je peux le remettre au premier plan si je veux, avec le FG ici. Donc, il est là, en exécution, mais il était toujours aussi en exécution quand on a envoyé le SIG count. En arrière-plan, mais il est en exécution. Maintenant, mon processus, il est là, et je veux l'arrêter, mais avec l'envoi d'un signal. Quelle est cette commande que moi, je vais exécuter? C'est kill, moi, S, très bien. C'est le SIG INT. Et ensuite, l'identifiant de mon processus. Et normalement, quand je vais exécuter cette commande, je dois voir le processus qui termine son exécution. Je viens ici et voilà, le processus, il a terminé son exécution. Aussi avec la commande kill. Donc d'ailleurs, là, à travers ces manipulations qu'on vient de voir jusqu'à l'étape 8, on a pu voir ce signal SIG-TSTP, qui est l'équivalent de CTRL-Z, le SIG count qui permet de reprendre l'exécution d'un processus qui a été stoppé. Et on a vu aussi le SIG INT qui permet d'arrêter un processus, de terminer complètement son exécution. Et ça, c'est l'équivalent du raccourci clavier CTRL-C. Maintenant, on vous dit comment lancer un processus en arrière-plan. On a vu ça, comment vous pouvez lancer un processus en arrière-plan avec BG. Donnez-moi la commande complète. Si je fais BG, qu'est-ce que je dois écrire après? Donc, j'ai fait un BG. Et après, on me dit no such job. Donc, il n'y a aucun, puisque là, si vous faites BG sans rien donner, il va voir un des... Et là, il ne trouve rien. Là, on fait... On va envoyer ça vers... On dit no job control. Ça veut dire que le processus, il a été lancé, sauf que ce n'est pas en arrière-plan. Ce qui veut dire qu'il n'a rien exécuté ici. En termes de BG, cette partie, elle n'a pas été exécutée. Donc, c'est uniquement le processus qui a été lancé. Il est lancé en premier plan. C'est plus simple que d'utiliser le BG. On a vu quel est ce symbole qu'on va rajouter et qui va vous permettre de lancer en arrière-plan. Voilà, très bien. Voilà, c'est le 1. Et là, on a le processus qui s'exécute en arrière-plan. Avec lui, ça ne marche pas. Pardon? Pourcentage. Comme on l'a fait avec FG. Ouais. Tu fais un... Alors, attends. On va reprendre. On va arrêter d'abord. Alors, quelle est la commande que
Qu'est-ce que tu proposes comme commande, Isra? On fait BG pourcentage 1. C'est On fait BG et ensuite Pourcentage pourcentage 1. Mais là, quand tu dis BG pourcentage 1, ça veut dire que tu as déjà créé le job. Tu vois? Ce qui veut dire mais que on tu a dois fait- avoir ah, déjà une commande qui a créé ce job. Enfin, tu as déjà créé un programme qui s'exécute en arrière-plan. d'accord. Alors, maintenant, donc là, on a fait, on a créé, je reprends, on a fait ça, boucle, donc il est en arrière-plan. Si je donne la liste des jobs, donc là, remarquez, il est en l'état running. Et la question après, on vous dit, quelle est la différence maintenant entre cette exécution en arrière-plan, de lancer le plan en arrière-plan, et le fait de faire un contrôle Z. Par exemple, vous avez, tel qu'on a vu tout à l'heure, on a un processus qui est lancé. Donc là, par exemple, je relance une autre fois, boucle, et je fais le contrôle Z. Si maintenant j'essaie de voir la liste des jobs G2, à votre avis, quelle est la différence quand moi je lance dès le début un programme en arrière-plan en utilisant ce AND et quand un programme il est là en exécution en premier plan et je fais le contrôle Z. Pour les deux, ça va envoyer le processus en arrière-plan. Mais quelle est la différence? Le contrôle Z stoppe le processus et le met en background. Par contre, quand on fait le end, il est encore en cours d'exécution. Il s'arrête Ouais. pas. C'est juste qu'il est en background. Oui, très bien. Très bien, Issa, c'est exactement ça. Donc là, la différence, en termes de similarité, que ce soit avec ce AND, que ce soit avec ce contrôle Z, mon processus, il va aller en arrière-plan. La différence, c'est que quand on fait le contrôle Z, le processus, il est stoppé. Donc, il est bloqué en attendant qu'on va le réveiller pour qu'il continue son exécution, tel qu'en envoyant ce signal si compte. Par contre, avec le AND, là, il est en arrière-plan, mais il est en exécution. C'est-à-dire qu'il continue son exécution et il n'est pas stoppé. Alors, la dernière maintenant question, on vous dit comment afficher la liste des processus qui se trouvent en arrière-plan. C'est simple, c'est une commande qu'on vient d'utiliser. Quelle commande qui vous permet d'avoir la liste des jobs que vous avez, ça veut dire la liste de ces processus qui sont en arrière-plan. C'est la commande? Oui, quelle est cette commande? D'ailleurs, c'est parmi les commandes que listées dans la série de TP, dans la première question. Et je viens de l'utiliser. Hein. Si moi, je veux savoir quels sont ces... voilà, très bien, Monel. Donc, c'est là, c'est la commande jobs. Donc, quand j'exécute jobs, j'aurai la liste de tous les jobs qui sont là et qui sont en exécution. Et là, remarquez par exemple, on voit que le premier, donc ça c'est le premier job qui a été créé. Ça c'est le deuxième qui a été créé. Vous voyez l'identifiant 2. Vous voyez qu'ici, ça c'est le plus, ça veut dire c'est le dernier. Ce qui veut dire, si moi je vais faire FG, ça sera celui-là qui va revenir en premier plan. Là, on voit le moins, ça veut dire c'est l'avant-dernier. Si maintenant, moi, je veux remettre celui-là au premier plan, donc ce job qui est ici, je fais FG et je fais pourcentage 1. Et donc, ça sera ce processus qui va continuer son exécution. Mais en premier plan. Il était déjà en exécution, mais là, il va revenir au premier plan et il va continuer son exécution. Donc, on a vu tout à l'heure, si on fait le FG, donc ça sera le dernier job qui a été envoyé en arrière-plan qui va revenir au premier plan. Si vous
il suffit de préciser son identifiant avec le pourcentage. C'est clair, oui ou non? Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Très bien. Là, je ne sais pas si est-ce que vous êtes libre jusqu'à 10h30? Si vous êtes libre pour cette une demi-heure, on peut continuer. Par exemple, on peut continuer avec l'exo 2. On peut aller plutôt à l'exo 3 et ensuite on va revenir sur l'exo 2 jusqu'à ce que vous avancez plus dans les signaux. À quelle heure vous avez cours? 10h10, donc dans 10 minutes. C'était à 10 minutes. Ouais, ok. Très bien, ok, il n'y a pas de souci. Alors là, dans ce cas, ça sera pour le samedi. Donc, on continuera le TP le samedi. Peut-être qu'on ne va pas commencer à 1h. Je vous confirmerai. J'enverrai un email à votre délégué. Et là, je vous donnerai l'heure exacte. Madame, le samedi, on aura un examen d'anglais. Est-ce que c'est possible de le faire juste après ou là, puis après Alors, quand est-ce, Mohamed? Le samedi à 15h, on aura examen d'anglais. Normalement. Oui. C'est pas encore totalement confirmé. Donc, est-ce que c'est possible de le faire juste après? Enfin, est-ce que c'est après deux? Est-ce que c'est possible de faire le TP juste après l'examen? Je sais pas, pour moi, j'ai pas de problème, mais je sais pas, est-ce que après, là, tu me dis c'est à 15h, quelle est la durée de